Qu'est-ce qu'une intersection? C'est un lieu où se rejoignent des routes ou des rues. Les différents usagers s'y croisent, y changent de direction, se cèdent le passage. Les intersections sont des lieux où différents usagers arrivent en même temps de directions différentes. Il faut donc adapter la vitesse, tenir compte des autres, appliquer l'ordre de passage demandé par la signalisation, et tout cela sans erreur. Les conducteurs doivent donc bien connaître la réglementation et la signalisation s'y rapportant. À la différence du réseau routier, le réseau autoroutier est aménagé pour ne pas avoir d'intersection, c'est-à-dire de jonction de routes au même niveau. Les usagers y accèdent par des échangeurs et des bretelles d'accès. Mais pour entrer sur une autoroute, il faut quand même céder le passage à ceux qui y circulent déjà. Leurs formes sont parfois très différentes selon la configuration des lieux ou selon les circonstances locales. La forme la plus commune est celle d'une intersection en croix à 4 branches. Les usagers s'y croisent à angle droit. Mais toutes n'ont pas cette forme classique. Certaines sont en forme de T ou de Y. Dans ce cas, il y a une branche en moins à surveiller et cela peut sembler plus facile, à condition que la visibilité soit bonne. D'autres sont plus complexes encore et comportent plus de 4 chaussées qui se rejoignent. Ce sont des intersections en étoile. Certaines branches peuvent être en partie masquées et le conducteur ne peut les apercevoir qu'au dernier moment. Depuis ces dernières années, beaucoup de ronds-points ont remplacé d'anciennes intersections. Ils favorisent la sécurité et la fluidité du trafic. Il ne faut pas confondre une intersection de route et une intersection avec un chemin de terre. Généralement, les usagers qui sortent d'un chemin de terre ou d'une voie privée doivent céder le passage. Dans certains cas, le chemin de terre est ouvert à la circulation publique ou en l'absence de signalisation, la règle de céder le passage à droite s'applique. En cas de doute, mieux vaut ralentir lorsqu'on aperçoit un véhicule qui sort d'un chemin de terre ou d'une voie privée et s'assurer que l'usager cède le passage. Ou, lorsque l'on sort d'un chemin de terre, ne s'engager que si la chaussée est libre. Il existe de nombreux dangers aux intersections. Ces dangers se transforment parfois en accidents graves. En effet, dans une intersection, les chocs sont transversaux. L'habitacle et ses passagers sont alors percutés directement. La violence du choc est très forte, même à faible allure, car il y a peu d'espace pour amortir la collision. Chaque année, 30% des accidents corporels ont lieu dans les intersections, soit plus de 35 000 accidents, ce qui revient à près de 100 accidents corporels chaque jour pour ce seul type de lieu. Et cela représente plus de 1200 tués. Pour limiter ces comportements à risque, le non-respect des règles de priorité est sanctionné sévèrement par une contravention de 4e classe, ce qui peut entraîner amende, suspension de permis de conduire et retrait de 4 points. Quant aux jeunes conducteurs, c'est-à-dire ceux ayant moins de 3 années de permis de conduire, une telle infraction les oblige à suivre un stage de 2 journées de sensibilisation aux risques routiers. Pour franchir une intersection en toute sécurité et avoir le temps d'adapter son comportement, il faut savoir la détecter suffisamment tôt. C'est le rôle de la signalisation. Les panneaux, mais aussi le marquage au sol, implanté sur sa propre voie ou sur les voies abordées, participent à la détection de l'intersection. Parfois, des balises la positionnent. Des indices liés à l'environnement aident aussi l'usager à la repérer, comme les différences dans le paysage ou la présence d'autres véhicules. Hors agglomération, les intersections sont annoncées par le panneau qui indique la règle de priorité.
Par exemple, ici, une intersection où les autres sont tenus de céder le passage. Sur les routes où le trafic est moins important, il peut ne pas y avoir de panneaux, mais seulement des balises qui positionnent l'intersection. Ces balises n'indiquent jamais un ordre de passage. Elles sont là pour dire « l'intersection est là ». Lorsqu'il n'y a pas de signalisation, le conducteur doit prendre les informations nécessaires lui indiquant la présence d'une intersection. C'est par exemple l'interruption de la végétation, l'arrêt d'un alignement d'arbres ou des véhicules qui ralentissent ou qui arrivent latéralement. En agglomération, l'emploi des panneaux annonçant les intersections est généralement facultatif, sauf, bien sûr, si les circonstances locales l'exigent, comme ici, l'annonce d'une intersection où les autres doivent céder le passage. Le conducteur peut déterminer le régime de priorité selon la présence ou l'absence de la signalisation. Ici, l'absence de signalisation indique une priorité à droite, ou dans cet autre cas, cette ligne large et continue identifie un stop. D'autres indices permettent la détection d'une intersection. Alignement d'habitations qui s'arrête, bordure de trottoir qui s'arrondit et se coupe, ralentissement de trafic, véhicule qui change de direction. Par contre, quand il y a un danger supplémentaire dû aux conditions locales, on peut renforcer la signalisation existante par un feu jaune clignotant. Avant d'aborder une intersection, il faut adapter la vitesse en fonction de la visibilité, du trafic et de la future règle de passage. Adapter la vitesse, c'est presque toujours ralentir. Mais il faut savoir ralentir sans surprendre, notamment lorsque l'usager derrière est trop près. Dans le cas d'un céder le passage sans visibilité, le ralentissement doit être important. Il doit être adapté à la visibilité. Dans le cas d'une intersection où les autres cèdent le passage, le conducteur doit ralentir afin de vérifier la présence et de prévoir le comportement des autres usagers. Il doit se poser des questions simples. Comment respectent-ils la règle? Où vont-ils? Par exemple, nous circulons ici sur une route prioritaire. Le panonceau nous indique où se situent les rues rencontrées. La forme de cette intersection est complexe. Il faut en tenir compte et ralentir suffisamment. Nous ne disposons jamais vraiment de la priorité. Ce sont plutôt les autres conducteurs qui nous cèdent le passage. C'est pourquoi il faut toujours ralentir pour vérifier, à l'approche des intersections, le comportement des autres usagers, même lorsque l'on se croit prioritaire. Pour franchir une intersection en toute sécurité, l'usager doit savoir observer, quelle que soit la règle de passage. Comme nous circulons sur la droite de la chaussée, le danger le plus proche arrive d'abord de la gauche. Il faut donc commencer par regarder du côté gauche. Et dans ce cas, même si le conducteur de la voiture orange doit céder le passage, celui de la voiture blanche doit s'en assurer. Une fois le contrôle à gauche effectué, le conducteur regarde en face pour observer les mouvements des véhicules. Ici, l'arrivée et l'arrêt d'un véhicule qui change de direction à gauche. Si cet usager est correctement arrêté, alors je peux franchir l'intersection. Il reste enfin à contrôler à droite l'arrivée d'un éventuel usager avant de franchir l'intersection. Même à l'approche de cette intersection où le feu est vert, le conducteur doit contrôler chaque rue car la visibilité est masquée. Un deux roues pourrait surgir par exemple. Une fois les contrôles effectués, les règles respectées, le conducteur doit franchir l'intersection. Franchir une intersection, c'est la dégager sans tarder. L'usager doit reprendre rapidement une vitesse normale pour ne pas gêner. Cependant, il y a une situation où il ne faut pas s'engager. C'est lorsque l'intersection est encombrée. L'usager doit parfois attendre,
même s'il bénéficie de la priorité de passage, afin de ne pas bloquer la circulation dans l'intersection. Dans ce cas, il faut s'arrêter au feu vert. Le régime de priorité le plus ancien et le plus simple est celui de la priorité à droite. Cette règle de la priorité à droite s'applique à toutes les intersections qui ne comportent aucune signalisation. Parfois, un panneau peut annoncer cette règle. Le conducteur doit céder le passage aux usagers venant de droite dans l'intersection. Dans cette situation, le conducteur doit ralentir et céder le passage au véhicule bleu. Par contre, dans cette autre situation, ce véhicule blanc vient de gauche. Il doit s'arrêter et céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. Reprenons. Deux véhicules abordent l'intersection par des rues différentes. Le véhicule bleu se situe à droite du véhicule blanc. Le véhicule blanc ralentit, s'arrête et cède le passage au véhicule bleu. Le véhicule bleu passe le premier, le véhicule blanc le deuxième. Dans cette autre situation, trois véhicules abordent l'intersection simultanément. Le véhicule blanc doit céder le passage au véhicule bleu car il vient de droite. Le véhicule bleu doit en faire de même avec le véhicule rouge. Le véhicule rouge n'a quant à lui aucun véhicule sur sa droite. Il passe donc en premier. Le véhicule bleu passe le second et le blanc le dernier. Reprenons cette situation différemment. Vous remarquez que c'est le véhicule qui n'a personne sur sa droite qui passe le premier. C'est le cas du véhicule rouge. Le véhicule bleu n'a plus personne sur sa droite, il passe le second. Enfin, le véhicule blanc n'ayant lui aussi aucun véhicule venant de droite peut dégager l'intersection. Le fait que des véhicules changent de direction dans l'intersection ne modifie en rien la règle de priorité. Quand un véhicule tourne à droite, cela ne change rien à l'application de la règle de la priorité à droite. Au contraire, cela facilite le passage quand quatre véhicules arrivent en même temps. Le véhicule bleu tourne à droite et dégage l'intersection. Le véhicule vert dégage, puis le blanc, et enfin le véhicule orange. Si aucun véhicule ne tourne, tous doivent se céder mutuellement le passage. Le code de la route ne résout pas cette situation. Seule la courtoisie solutionne ce cas. L'un des conducteurs laisse passer un véhicule venant de sa gauche. Ici, le véhicule blanc laisse passer le véhicule orange et le carrefour se débloque. Le véhicule bleu passe, puis le vert et enfin le blanc. Si un véhicule tourne à gauche, deux cas peuvent se présenter. Ici, l'intersection est suffisamment large. Le véhicule blanc tourne à gauche, il s'avance au milieu et s'arrête pour céder le passage au véhicule bleu. Ce dernier doit céder le passage au véhicule orange. Celui-ci passe derrière le véhicule blanc, le véhicule bleu continue sa route. Le véhicule blanc peut maintenant tourner à gauche. Lorsque l'intersection est étroite, le véhicule qui tourne à gauche ne s'engage pas, car il risque d'encombrer le carrefour. Il laisse passer le véhicule orange venant de gauche. Le véhicule bleu franchit l'intersection, le véhicule blanc peut alors tourner à gauche. Lorsqu'un conducteur tourne à gauche dans une intersection, il doit céder le passage à la circulation venant en sens inverse. C'est la règle générale. Dans ce cas, avant de tourner à gauche, je dois céder le passage au véhicule venant en sens inverse. Dans cette autre situation, et même si l'intersection est aménagée, je cède le passage en face. Autre exemple. Je tourne à gauche dans cette intersection avec un stop.
je cède aussi le passage en face à cet usager qui continue tout droit. Par contre, ici, cet usager venant en face tourne à gauche et il doit me céder le passage. Et quand deux usagers tournent à gauche dans une même intersection, comment font-ils? Dans ce cas, aucun véhicule ne bénéficie de la priorité de passage sur l'autre. Les véhicules se croisent en passant l'un derrière l'autre. Cependant, il existe un cas particulier lié à cette règle, le croisement dit à l'indonésienne. Il s'agit d'une intersection aménagée qui permet aux usagers qui tournent à gauche de se croiser l'un devant l'autre. Par contre, chaque usager ne peut s'engager à gauche que si la voie réservée à la circulation en sens inverse est libre de tout véhicule. Certaines intersections comportent un arrêt obligatoire. C'est la règle du stop. L'usager aborde une chaussée où le trafic est souvent plus important et où la visibilité peut être faible. Il doit donc marquer un temps d'arrêt. Il se donne ainsi le temps de bien apprécier le moment idéal pour traverser ou pour s'engager dans l'intersection. Où l'usager doit-il s'arrêter? Il ne doit pas s'arrêter au niveau du panneau, mais à la bande stop, sans que l'avant du véhicule ne dépasse. Ainsi, il ne gêne pas la circulation sur la chaussée abordée. Lorsqu'il n'y a pas de bande stop, ou lorsque celle-ci est masquée ou peu visible, l'usager s'arrête à la limite de la route abordée. Comment fait l'usager s'il existe un passage piéton avant le stop? Si aucun piéton ne traverse, il n'est pas nécessaire de s'arrêter avant le passage, mais il faudra bien sûr s'arrêter à la bande stop. Si un piéton est engagé, il faut s'arrêter et lui céder le passage. Ensuite, il faudra marquer un nouvel arrêt à la bande stop. Comment fait-on s'il n'y a pas de visibilité à la bande stop? Il faut quand même s'arrêter à la ligne afin de ne pas surprendre un usager de la chaussée abordée. Ensuite, il faut s'avancer très lentement pour découvrir progressivement l'intersection. Dans quel cas la bande stop traverse-t-elle toute la chaussée? Elle traverse toute la chaussée lorsque celle-ci est à sens unique. Le panneau stop peut alors être répété des deux côtés de la rue. Lorsque la forme de l'intersection est complexe, on peut associer au stop un panonceau schéma. Le trait gras symbolise la branche prioritaire de l'intersection et les traits fins les branches non prioritaires. Dans ce cas, je cède le passage aux véhicules venant de gauche et d'en face. L'usager ne découvre pas le stop. Une signalisation d'annonce lui permet de se préparer. Comment les usagers sont-ils prévenus de l'arrivée à un stop? On utilise le panneau triangulaire du céder le passage sous lequel la mention stop est associée à la distance restant à parcourir jusqu'à l'intersection. Dans ce cas, à 100 mètres. Attention, il ne faut pas confondre ce signal avec celui qui annonce seulement un céder le passage. Dans ce cas, le panonceau ne comporte qu'une indication de distance. En ville, le signal avancé du stop est placé au plus près de l'intersection, généralement à 50 mètres. Mais lorsque le stop est visible de loin, le signal avancé n'est pas toujours présent. L'intérêt du marquage indiquant l'arrêt au stop est qu'il sépare deux comportements obligatoires. En premier lieu, l'usager doit s'arrêter au niveau de la bande blanche. Dans un second temps, il évalue la présence des autres usagers et prend la décision de s'engager dans l'intersection. Et c'est ainsi qu'il faut procéder. L'erreur ou la faute classique, c'est de se comporter comme à un céder le passage, c'est-à-dire sans vraiment marquer l'arrêt. C'est risqué de ne pas avoir le temps nécessaire pour regarder et apprécier les distances et finalement prendre une décision malheureuse. D'autre part,
Lorsque l'usager circule dans une file de véhicules, il ne doit pas se fier à la décision du conducteur qui le précède. Chacun doit marquer l'arrêt et prendre sa propre décision avant de s'engager. Dans les intersections où la visibilité est correcte, la règle consistant à céder le passage à gauche et à droite sans obligation d'arrêt est suffisante. Cette règle est indiquée par ce panneau triangulaire pointe en bas. Il est complété par un panonceau portant la mention « Céder le passage ». Le conducteur doit donc ralentir suffisamment pour se donner le temps de regarder des deux côtés. Il décide ensuite de s'engager ou au contraire de s'arrêter selon le trafic. On retrouve ce même panneau avant de s'engager dans un carrefour à sens giratoire. Dans ce cas, la règle consiste simplement à céder le passage aux véhicules circulant sur l'anneau et venant donc uniquement de gauche. Où l'usager doit-il céder le passage et éventuellement s'arrêter si besoin? À la ligne d'effet, c'est-à-dire au marquage au sol constitué par une ligne en pointillé. Cette règle du céder le passage est aussi celle des voies d'insertion. Là aussi, il s'agit de céder le passage à la circulation venant de gauche, c'est-à-dire aux véhicules circulant sur la chaussée principale. Le conducteur doit alors adapter son allure pour s'insérer sans gêner dans le flux de la circulation. Les usagers qui sortent d'une voie privée, d'un chemin de terre ou d'un parking sont aussi tenus de céder le passage aux véhicules de la route abordée. Parfois, lorsque l'intersection est complexe, un panonceau schéma complète le panneau du céder le passage. Le trait gras symbolise la branche prioritaire de l'intersection et les traits fins les branches non prioritaires. Dans ce cas, pour lire le panneau, l'usager doit se situer en bas sur le trait fin. Pour annoncer le céder le passage à gauche et à droite, une signalisation avancée informe l'usager de cette règle. Elle reprend exactement la forme et la couleur du panneau de position. Un panonceau complète le panneau et indique la distance restant à parcourir jusqu'à l'application de la règle. Hors agglomération, ces distances sont variables, selon la vitesse pratiquée sur la route ou selon la configuration des lieux. En général, elles avoisinent 150 mètres. En agglomération, le signal avancé du céder le passage est placé au plus près de l'intersection, généralement à 50 mètres. Mais ce panneau n'est pas toujours présent, surtout quand on voit l'intersection de loin. Lorsqu'il s'agit d'un rond-point, le panneau qui l'annonce est bien sûr celui du carrefour à sens giratoire. L'usager doit se préparer à céder le passage aux véhicules circulant sur l'anneau. Parfois, ce panneau possède en plus un panonceau avec la mention « Vous n'avez pas la priorité ». La règle de passage est la même. Lorsque les autres usagers doivent vous céder le passage, à la prochaine intersection seulement, on dit que vous avez la priorité ponctuelle. Ce panneau annonce une priorité ponctuelle. Cela signifie que les usagers venant des autres routes doivent céder le passage. Cependant, l'usager ne bénéficie de la priorité de passage que pour la seule intersection annoncée après ce panneau. Dans l'intersection, le conducteur est protégé des usagers venant des autres routes, soit par un panneau « Stop », soit par un panneau « Céder le passage ». Ce panneau est généralement implanté sur route environ 150 mètres avant l'intersection. En agglomération, l'emploi de ce panneau reste facultatif, sauf cas exceptionnels, ou si les marquages au sol du stop et du céder le passage sont absents. Dans les intersections de forme complexe, un panonceau schéma peut compléter ce panneau. Il précise la forme de l'intersection. Le trait gras symbolise la branche prioritaire de l'intersection et le trait fin, la branche non prioritaire. Le conducteur doit lire le panonceau en se positionnant sur le trait vertical du bas. Les usagers venant de droite se situent sur le trait fin. En l'occurrence, cette intersection a un profil en Y et les véhicules venant de droite doivent céder le passage.
Lorsque l'usager bénéficie de la priorité de passage à toutes les intersections, il circule sur une route à caractère prioritaire. Ce panneau annonce ou rappelle au conducteur qu'il circule sur une route prioritaire. Il bénéficiera de la priorité de passage à toutes les intersections qu'il rencontrera. Le caractère prioritaire est donné à une route en raison du trafic plus important qui s'y opère. Dans l'intersection, le conducteur est protégé des usagers venant des autres routes, soit par un panneau stop, soit par un panneau céder le passage. Par rapport aux autres panneaux relatifs aux intersections, ce signal est particulier car il est implanté en général après l'intersection. Les usagers qui abordent cette route sont alors prévenus du régime de priorité. Parfois, si l'intersection est ambiguë ou dangereuse, il peut être placé avant. Lorsque les intersections sont très espacées, ce panneau est répété tous les 5 km hors agglomération et tous les kilomètres en agglomération pour rappeler cette règle aux usagers. Si celui-ci est implanté au-dessus du panneau d'entrée d'agglomération, cela signifie que la route conserve son caractère prioritaire au-delà du panneau, et ce, jusqu'au signal y mettant fin. Il est posé sur le panneau de sortie d'agglomération si la route est prioritaire au-delà. Dans le cas d'une intersection de forme complexe, on peut, là aussi, trouver un panonceau schéma qui le complète. Il précise la forme de l'intersection. Le trait gras symbolise la branche prioritaire de l'intersection et les traits fins, les branches non prioritaires. Le conducteur doit lire le panonceau en se positionnant sur le trait vertical du bas. Les usagers venant de droite et d'en face se situent sur les traits fins. Ils doivent donc céder le passage. La route conserve son caractère prioritaire jusqu'au panneau qui y met fin. Après ce panneau, la route perd son caractère prioritaire à la prochaine intersection. Mais quelle signalisation et quel ordre de passage les usagers vont-ils rencontrer? Ils rencontreront une signalisation appropriée qui leur précisera le régime de priorité. Il peut s'agir d'une priorité à droite, d'un céder le passage, d'un stop, d'un carrefour à sens giratoire ou d'une intersection réglée par des feux tricolores. Ce panneau est parfois complété par un panonceau indiquant la distance restant à parcourir jusqu'à la prochaine intersection. Celui-ci est obligatoire lorsqu'il existe entre le panneau et l'intersection un autre carrefour. À l'entrée d'une agglomération, ce panneau signifie que la route perd son caractère prioritaire. Les conducteurs doivent alors prendre en compte chacune des intersections rencontrées. Lorsqu'il est implanté sur la sortie de l'agglomération, la route perd son caractère prioritaire à partir du panneau. Les feux tricolores permettent d'assurer la sécurité des usagers dans l'intersection et améliorent la fluidité de la circulation. Les feux tricolores sont généralement implantés à droite de la chaussée et leur forme est le plus souvent circulaire. Ils sont parfois répétés au-dessus des voies. Les conducteurs peuvent ainsi les détecter de loin. Ils peuvent aussi être répétés à gauche, sur une chaussée à sens unique, ou dans le cas d'une circulation à plusieurs voies. La plupart du temps, ils sont disposés verticalement. Le feu rouge est situé en haut, le feu jaune au centre et le feu vert en bas. Exceptionnellement, ils peuvent être implantés horizontalement au-dessus des voies. Dans ce cas, le feu rouge est situé à gauche et le feu vert à droite. Le feu vert est situé en bas. Il autorise le passage. Le conducteur peut donc s'engager, sous réserve de ne pas rester immobilisé dans l'intersection si la direction choisie est encombrée. Le feu du milieu est jaune. Quand il est fixe, c'est-à-dire non clignotant, il annonce le feu rouge et signifie arrêt obligatoire. Toutefois, lorsque le conducteur ayant pris toutes les précautions nécessaires ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes, l'arrêt n'est alors plus obligatoire. C'est le cas lorsque le véhicule se situe trop près du feu pour s'arrêter à temps, lorsqu'on est suivi de près ou lorsque la chaussée est glissante.
Le feu rouge est situé en haut du feu tricolore. Il indique un arrêt obligatoire. L'arrêt s'effectue à la ligne d'effet. Lorsqu'elle est absente, il faut s'arrêter avant le feu ou avant le passage piéton s'il existe. Dans certaines intersections, un sas peut être aménagé. Il s'agit d'une zone protégée. Elle facilite la circulation des usagers de la bande cyclable qui désirent changer de direction dans l'intersection. Les autres usagers n'y ont bien sûr pas accès. Il y a souvent des groupes de feux donnant des ordres de passage différents selon les voies. Le conducteur doit en comprendre la signification. Lorsque plusieurs feux tricolores sont groupés et gèrent différents courants de circulation, le conducteur doit tenir compte du feu situé à droite de sa voie de circulation. Afin de faciliter la lecture du feu qui correspond à chaque voie de circulation, l'intersection peut être équipée de feux directionnels. Le feu prend alors la forme d'une ou plusieurs flèches. Les indications données par les feux ne concernent que les conducteurs qui circulent dans les voies correspondantes. Ici, le feu fléché pour aller tout droit est vert. Le passage est donc autorisé pour cette file. Les usagers tournant à gauche doivent respecter le feu rouge et patienter. Dans cette autre situation, le feu fléché vert autorise le passage aux usagers qui tournent à gauche. Dans ce cas, la circulation en face est arrêtée au feu rouge. Il existe également des feux à fonctionnement particulier. Ils peuvent être au jaune clignotant ou être destinés à certains usagers. Lorsque le feu vert est remplacé par un feu jaune clignotant, l'usager peut passer, mais avec prudence, car un autre courant de circulation bénéficie du feu vert. Dans ce cas, il faut appliquer la règle de la priorité à droite ou respecter le panneau du céder-le-passage lorsque ce dernier est implanté sur le feu. Parfois, une flèche jaune clignotante est associée au feu rouge. Lorsqu'elle clignote, le conducteur peut s'engager à allure réduite dans la direction indiquée. Il ne peut emprunter que la première direction à droite ou à gauche. En outre, il doit, avant de s'engager, céder le passage aux piétons et aux autres véhicules qui, eux, disposent du feu vert. Lorsque des travaux importants sont en cours sur la chaussée, des feux tricolores gèrent le flux de circulation. Le feu jaune clignotant autorise le passage, mais avec prudence. Un feu jaune isolé a pour but d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Dans ce cas, le feu renforce l'importance de la limitation de vitesse. Parfois, si les circonstances l'exigent, un feu jaune clignotant peut compléter la signalisation des dangers, des intersections ou des balises. Il s'agit d'un feu de balisage d'alerte. Il permet d'attirer particulièrement l'attention du conducteur. Certains feux tricolores sont destinés à une catégorie d'usagers. Le feu prend alors la forme d'un cycle ou laisse apparaître le mot bus et ne concerne que la catégorie désignée. Lorsque les feux sont éteints ou clignotants, il existe une règle particulière que l'usager doit connaître. Lorsque les feux sont éteints, tous les autres feux de l'intersection le sont aussi. Le conducteur doit alors tenir compte du panneau implanté sur le feu tricolore. Dans ce cas, l'usager bénéficie de la priorité de passage. Il peut donc franchir l'intersection, mais avec prudence, en s'assurant de la présence ou non d'autres véhicules. Lorsque les feux clignotent, tous les autres feux de l'intersection fonctionnent sur le même mode. Là aussi, l'usager doit tenir compte du panneau implanté sur le feu. Ici, il faut céder le passage à gauche et à droite. L'usager peut donc rencontrer implanté sur un feu tricolore un de ces 4 panneaux. Il en tient compte lorsque les feux sont éteints ou clignotants. Lorsque les feux sont éteints ou clignotants, et lorsqu'ils ne comportent aucun panneau relatif aux intersections, une seule règle s'applique, celle de la priorité à droite. Il existe un autre type de signalisation lumineuse, les feux bicolores. Ils sont utilisés pour permettre ou interdire un accès aux véhicules ou aux piétons.
Les feux d'affectation de voie permettent de modifier le nombre de voies affectées à un sens de circulation. Par exemple, à l'approche des péages autoroutiers, les postes ouverts sont annoncés par une flèche verte et ceux qui ne sont pas accessibles sont signalés par une croix rouge. La lettre T identifie le télépéage. Cette voie est réservée aux usagers qui payent par abonnement. Ces signaux sont aussi utilisés sous certains tunnels ou sur certains ponts afin d'y réguler le trafic. Lorsqu'une voie n'est plus affectée à un sens de circulation, une flèche jaune clignotante annonce cette diminution de voie. Le conducteur doit alors se rabattre dans une voie autorisée. Au poste de péage d'autoroute, les feux bicolores permettent de contrôler l'accès des véhicules une fois que l'usager a pris son ticket d'entrée ou payé le prix du péage. Dans une intersection réglée par des feux tricolores ou dans une traversée de tramway, les piétons doivent respecter les feux. Deux figurines, respectivement vertes et rouges, autorisent ou interdisent le passage des piétons. Lorsque le feu des piétons est rouge, ceux-ci ne doivent pas s'engager, car le feu tricolore pour les véhicules est au vert. Inversement, lorsque le feu des piétons est vert, le passage est autorisé. De plus, un dispositif tactile ou sonore peut compléter le feu pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Les piétons sont fragiles et souvent imprévisibles. Ils peuvent traverser la chaussée sur un passage piéton, mais aussi n'importe où. On trouve ces passages piétons le plus souvent sur toutes les branches de l'intersection. En changeant de direction, il ne faut pas oublier de leur céder le passage. Dans tous les cas, lorsque les piétons sont engagés, il faut naturellement leur céder le passage et anticiper pour s'y préparer. Parfois, les piétons peuvent marcher sur la chaussée ou la traverser à un endroit quelconque. Le conducteur doit être particulièrement vigilant, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants ou de personnes âgées. L'usager a parfois l'obligation de céder le passage à certains usagers ou respecter une signalisation spécifique due aux circonstances locales. Parfois, des voies réservées longent la chaussée et passent devant les intersections. Lorsque le conducteur tourne à droite ou à gauche, il doit, avant de s'engager, céder le passage aux usagers circulant dans cette voie. Il peut s'agir de bandes cyclables ou de voies réservées aux bus. Dans d'autres cas, une signalisation peut imposer aux usagers de la voie réservée de céder le passage. C'est le cas ici. La bande cyclable se termine et les cycles doivent céder le passage aux usagers